tout à l'heure. Du coup, autour des startups et des banques, par rapport à une histoire commune avec France Digital. Allez, à vous de jouer. Merci. Tu m'as dit que les questions étaient sympas. Comment ? Ouais. On a décidé qu'on briserait le dogme de la table ronde dans les événements. Donc on va procéder différemment. Je vais te poser des questions, comme tu as accepté de jouer le jeu. Déjà, je te pose des questions en tant que patron, enfin directeur général de Crédit Mutuel Arkea, également fidèle soutien de l'association France Digital, dont on a parlé tout à l'heure et que je co-préside aux côtés de Marie Eklund, et également de soutien globalement de tout ce que tu fais dans le secteur, en partie des fintech et plus généralement dans l'univers numérique. On peut peut-être rester debout, assis, comme tu veux. Restons debout, comme ça on est moins statique. Alors, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de poser des questions. Alors, plus particulièrement, je vais commencer par introduire un livre blanc qui s'appelle Le Guide des bonnes relations banque-startup. D'accord ? Donc, je vous invite à le découvrir. Il a été aussi distribué dans la salle près du déjeuner. On s'est posé beaucoup de questions entre France Digital et Arkea sur justement cette relation. D'abord parce que légitimement vous la posez, tu te poses les questions. Enfin légitimement, on se rend compte que beaucoup de patrons de grandes boîtes se posent peut-être pas assez la question de la disruption dans leur métier, dans leur secteur. Une conviction qu'on développe nous avec France Digital, et j'espère que vous êtes tous d'accord, c'est que le digital, le numérique, c'est plus un secteur, ce n'est pas un secteur, c'est une transformation complète de la société. D'abord, ça a été un secteur, probablement, ou en tout cas, peut-être certains ont commis l'erreur de le voir comme un secteur. Donc, on peut parler des médias, on peut parler de l'industrie de la musique, du commerce, évidemment. À un moment donné, on n'a pas vu la menace arriver dans les industries traditionnelles ou les distributeurs traditionnels ou les sociétés de services traditionnelles. Et finalement, aujourd'hui, le mot ubérisation qui cohabite avec le mot disruption nous oblige à poser la question. Alors, avant de te poser la question, ce que je redis, et ce qu'on dit un petit peu dans le livre blanc, c'est que tout à l'heure, nos amis de vente privée disaient que le commerce était le plus vieux métier du monde. Je ne sais pas, c'est peut-être aussi le métier de banquier qui est un des plus vieux métiers du monde. Je crois que les banques datent de Babylone et du moment où on a commencé à émettre de la monnaie et à prêter de l'argent. Et en même temps, le start-upper, c'est probablement le plus récent métier du monde. Et la rencontre de ces deux métiers est complètement essentielle. Donc c'est des menaces et des opportunités, mais il y a deux modes de relations sur lesquels j'aimerais t'entendre, qui sont d'abord, les start-uppers ont besoin de financement. Donc ils ont une relation avec leur banque, et comme les banques ont une relation avec tous les chefs d'entreprise et toutes les entreprises et tous les entrepreneurs, mais avec les start-up, il se passe quelque chose de nouveau, parce qu'on est sur des modèles économiques qui n'existent pas encore au départ, donc ils ne gagnent pas encore d'argent, donc la lecture du PNL est particulière. Donc j'aimerais que tu nous parles de ça, et puis après on parlera d'un deuxième pan qui est la disruption du métier même de banquier. Pas seulement la relation banque-startup, mais l'irruption des fintech dans ton univers. Mais on pourrait commencer par cette relation banque-startup et qu'est-ce qu'elle revisite dans le métier même de banquier, l'analyse du risque et comment est-ce qu'on regarde ce secteur arriver. Je crois que tu as résumé pas mal la situation en disant qu'effectivement la particularité en tout cas de la majorité des startups quand elles viennent voir, ou des start-uppers quand ils viennent voir un banquier, c'est qu'ils ont en tout cas une conviction, ils ont un projet, ils ont un modèle économique en tout cas au travers des métriques qu'eux suivent qui leur paraissent prometteurs. Mais souvent, ils se trouvent à présenter une situation, on va dire, financière qui est un résultat négatif pour quelques longues années encore potentiellement. Et d'ailleurs, parfois, même une certaine forme de fierté à dire on va encore le creuser en investissant en marketing l'année prochaine et l'année d'après pour aller avoir une courbe de croissance encore plus forte. Et ça, à la base, en tout cas au tout départ, ce sont les sujets qui font un peu peur aux banquiers, parce que les banquiers sont plutôt habitués à lire des comptes de résultats et des bilans, à de raisonner en fonds propres, situation nette, et surtout sur des agrégats positifs. Donc ça crée une espèce de distance à la base, parce que les codes de lecture ne sont pas exactement les mêmes que ceux auxquels on est habitué. Deuxièmement, c'est souvent également des personnes plutôt jeunes qui ont une manière de présenter les choses qui est peut-être un peu différente de celle qu'on peut trouver chez les clients plus classiques des établissements bancaires. Alors là aussi, ça crée peut-être une forme de distance, en tout cas une difficulté peut-être à parler le même langage. Donc en fait, nous, notre conviction, c'est que pour être capable de financer des startups, que ce soit en equity d'abord ou de leur apporter un peu de dette quand elles atteignent un stade de maturité suffisant, c'est d'abord de bien comprendre les business models, de bien essayer de comprendre en quoi effectivement il n'est pas totalement anormal, voire même plutôt intelligent d'avoir des structures qui certes sont déficitaires mais vont investir effectivement en marketing beaucoup ou avoir un besoin de BFR important dans les années qui viennent, parce que tout ça, ça permet d'atteindre les bons métriques qu'eux souhaitent avoir à 2-3 ans et ensuite présenter une situation financière effectivement qui à 4-5 ans sera sans doute plus reluisante qu'elle ne l'est à l'instant T. Et ça passe par beaucoup de rencontres. Donc nous, on a des équipes sur Paris notamment qui passent beaucoup de temps à rencontrer les startups et les dirigeants de startups, à comprendre les business models, à discuter avec eux, à oublier
un tout petit peu que tout ne se trouve pas dans le tableur Excel et que pour beaucoup, comme les VC disent souvent, l'essentiel est dans l'équipe qu'on a face à soi. Donc c'est forcément une manière d'aborder la question compliquée, c'est forcément une manière de faire qui nous a obligés aussi à réserver des enveloppes. Je dis ça pourquoi ? Parce que comme c'est des sujets assez complexes et sur lesquels on peut être dans le côté 0-1, nous on a décidé qu'on allait allouer les enveloppes en equity, allouer les enveloppes en dette pour être capable finalement de se donner un droit de tirage entre guillemets. On essaie de plutôt faire des bonnes opérations que des mauvaises. Mais c'est important. Et alors du coup, l'histoire des enveloppes, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, c'est une méthodologie, c'est un process qui permet de remplir des cases et de consacrer de l'énergie et aussi des personnes. Et donc, je me pose la question des personnes en t'écoutant répondre. Est-ce que tu as dû changer ? Parce que je pense que Arkéa est en avance en fait sur son temps par rapport au secteur à la profession du banquier. Tu dis souvent que d'ailleurs Arkéa c'est plutôt une petite banque, ce qui est vrai, je crois, dans l'univers des grandes banques, mais probablement beaucoup plus agile. Et est-ce que tu as dû recruter des personnes différentes pour faire face à ce deal flow, ou est-ce que dans la structuration des équipes, ou est-ce que tu as converti ou formé des cadres différemment, etc. On a d'abord formé les gens qui étaient en place pour effectivement les aider à mieux comprendre les business models dont on parlait. On a recruté des gens également, et là on va recruter encore dans les mois qui viennent avec une coloration qui sera un peu différente. On va essayer de recruter des gens qui seront un peu moins des banquiers peut-être et plus des gens issus du monde du web et qui apporteront une coloration métier plus importante encore parce qu'on est beaucoup sollicité, on a cette chance d'être beaucoup sollicité et d'être confronté dans des business models très très variés. Donc il nous faut des gens capables de les comprendre. Donc à côté de nos banquiers, on va associer des gens qui ont plutôt une coloration business model web et qui vont eux être capables de les accompagner, de les aider à mieux comprendre, de brancher également les start-upers sur les bons écosystèmes parce que tu parlais de la relation France Digital, Crédit Mutuel, Arkéa tout à l'heure. On pourrait multiplier les exemples d'endroits où il faut savoir se brancher pour que ça fonctionne bien. Et nous, on pense qu'on peut être un des maillons importants dans le dispositif et un des maillons qui aide justement ces startups qui viennent nous voir à certes se brancher chez nous pour des besoins de financement, mais d'aller effectivement les aider à rencontrer qui France Digital, qui des gens qui vont pouvoir les coacher éventuellement, ou alors effectivement toutes les structures qui sont capables de leur apporter, qu'elles soient la BPI ou d'autres, des modes de financement alternatifs que nous, on ne propose pas. Je voudrais faire un mini sondage. Qui est entrepreneur dans la salle ? Si vous pouvez lever la main pour... Ce qui est assez logique, il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est aussi un petit peu la teneur de l'événement. Et est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà eu des problèmes dans la relation avec le banquier ? Alors, c'est pas tant que ça, finalement. Oui, tu vois, je pensais avoir un raz-de-marée pour pouvoir te provoquer sur pas avec Arkéa, mais de manière générale avec le secteur bancaire. Donc, finalement, peut-être que le secteur bancaire en général progresse. Et j'en arrive à la question qui est celle du secteur et du métier en tant que tel. Il y a la relation avec traditionnelle. Et on pourra revenir aussi sur le cadre réglementaire et l'environnement dans lequel vous évoluez. Évidemment, il y a un certain nombre de critères et des ratios prudentiels qui contraignent le métier de banquier. Mais du même coup, sans chercher d'excuses auprès de la réglementation, est-ce que les grandes banques, par manque d'agilité, tout à l'heure, je crois que c'était Ilan qui disait ça, il disait que la concurrence maintenant, c'est plutôt entre les rapides et les lents plutôt qu'entre les gros et les petits. Est-ce qu'il n'y a pas cette question qui est posée ? Et donc là, on a vu avec Prêt d'Union une très bonne présentation sur l'explosion des fintech. Donc moi, je me pose la question, au-delà de la relation avec, en tant que, je dirais, financeur potentiel et banquier, le fait d'être soi-même disrupté, soi-même peut-être même ubérisé ou désintermédié dans le crédit entre particuliers ou comme Prêt d'Union, mais aussi le crédit aux entreprises avec du crowdlending comme Lendix, Unilend. Il y a beaucoup d'intervenants aujourd'hui dans les paiements aussi. À quel moment, en fait, tu penses que l'innovation doit être faite en open innovation entre vous et les innovateurs, les start-upers, les plus petites structures, ou est-ce qu'il faut travailler avec eux, ou est-ce qu'il faut intégrer l'innovation chez vous ? Comment est-ce que vous avez une philosophie là-dessus ? D'abord, ce qu'on peut dire pour caricaturer un petit peu, c'est qu'il y a eu beaucoup de réactions d'acteurs de la banque assurance, je caricature, mais ça a été un peu vrai, qui a été une réaction un peu sur le slogan qu'on entendait il y a quelques années sur une petite voiture, qui était « ça ne marchera jamais ». Quand on parlait de la fintech, donc petits acteurs, petits moyens, face à des gros mastodontes, jamais ils n'y arriveront. Ça a été la réaction un peu primaire. Ensuite, il y a des acteurs qui ont sans doute une situation un peu atypique, c'est le cas du Crédit Mutuel Arkéa. Nous, je rappelle qu'on a un groupe, tu l'as dit tout à l'heure, qui est plutôt un groupe, et on le revendique comme tel, de banque assurance de taille intermédiaire, voire petit, diront certains, même si on est relativement gros à l'échelle européenne. C'est la France qui est un peu déformante en la matière. Et nous, on dit souvent que ce qui va faire qu'on a réussi à se développer, c'est notre agilité, c'est notre capacité effectivement à être peut-être le lémurien des dinosaures. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, de bouger plus vite. Et si on n'est pas capable effectivement de se démarquer et d'être plus agile, il y a un côté un peu darwinien, les petits qui font comme les gros, ils disparaissent. D'ailleurs, c'est ce qu'ont bien compris les acteurs des fintech qui, eux, effectivement, font un métier qui est un peu le nôtre, mais le font différemment pour trouver leur place. Alors, à quel moment ça arrive, ce besoin, effectivement, de les accompagner ?
Nous, ça nous est venu en réfléchissant finalement à ce que le groupe voulait être demain. C'est un groupe qui se veut certes fonctionner sur ses propres métiers avec ses propres entités, mais qui prône pas mal l'ouverture, qu'il fait de différentes manières, qu'il fait en ayant été très tôt sur la banque en ligne, qu'il fait en faisant beaucoup de B2B, donc en travaillant beaucoup avec d'autres pour proposer des services en marque blanche. Et donc assez vite, il nous a apparu évident que ceux qui nous apparaissent comme des concurrents en prime abord puissent être aussi des alliés pour être capables de grandir encore plus vite. C'est comme ça finalement qu'on a bâti en marchant finalement. On n'a pas réfléchi tout ça de manière très théorique. On a compris qu'il valait mieux sur un moment où le marché de la banque assurance est totalement disrupté. Je rappelle qu'aujourd'hui, tu parlais des normes réglementaires qui viennent peser très fort sur la rentabilité des banques, mais on pourrait aussi dire qu'il y a une reprise du pouvoir du consommateur qui est relativement forte, qui inverse la relation entre banquier et structure effectivement et clients. Et puis il y a tous ces disrupteurs qui arrivent sur les fintechs. Mais on s'est dit qu'en combinant les trois, on avait plus à gagner, nous, en nous alliant avec eux, en investissant dans leur capital, en étant leur fournisseur de technologie, qu'à perdre, parce que finalement, notre configuration, notre situation à nous est plutôt celle d'un acteur intermédiaire qui bouge plus vite, qui a beaucoup d'agréments ou d'ingrédients technologiques chez lui, et qui donc, s'il plug tout ça, pourra aller aussi vite, en tout cas aussi vite qu'eux vont aller. C'est comme ça qu'on a investi chez Prêt d'Union au tout début, c'est comme ça qu'on fournit les prestations techniques à Litchi, c'est comme ça qu'on est un des prestataires du compte Nickel, c'est comme ça aussi, ou c'est pour ça qu'on a investi chez Isaïe. Bref, toutes ces initiatives, leur sens, c'est de se dire, nous avons plus à gagner qu'à perdre, à accompagner des acteurs qui effectivement viennent révolutionner un peu notre métier. Et d'ailleurs, je t'ai entendu parler une fois devant un autre public, dans le workshop France Digital justement, où on présentait ce livre blanc. Je crois, si je ne m'abuse, je pense me rappeler que tu te présentais Arkea comme le Intel Inside, alors je ne sais pas si c'est exactement tes propos, mais le Intel Inside de la banque, c'est-à-dire en gros, effectivement, l'opérateur qui va pouvoir proposer ces systèmes d'information et logiciels à ceux qui en ont besoin, mais qui sont dans l'innovation, donc en opérant le back-office. Effectivement, nous, on pense qu'il y a une vertu à être soit au capital de certaines sociétés quand ça fait du sens. Prêt d'Union, c'est un exemple. Mais il y a une grosse vertu, effectivement, à proposer, pour grandir encore un peu plus. Je rappelle que nous, on a une limite territoriale, en fait, qui est liée à le territoire breton, sud-ouest, Massif central, sur la Banque de l'État. Alors souvent, je dis, on peut grandir par Ouessant, Molène et New York, mais bon, c'est un peu loin. Donc si on veut continuer à grandir un peu sur l'ensemble du territoire français d'abord et au-delà, une bonne manière de le faire, c'est quand on peut être distributeur partout, c'est d'être producteur-distributeur. Donc c'est d'être un acteur qui accompagne effectivement un peu à l'image du microprocesseur Intel, qui accompagne effectivement les ordinateurs, en l'occurrence des acteurs des fintech ou du e-commerce par exemple, en leur proposant des briques de notre système d'information, ce qui fait qu'effectivement, quand un Prêt d'Union grandit, quand un Litchi grandit, quand un compte Nickel grandit, on grandit avec eux, parce qu'on est finalement embarqué en termes de solutions dans leur chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, je pense que la démarche est particulièrement innovante. Quand vous êtes une grande banque installée depuis longtemps, et que c'est une démarche qui est proche de l'open innovation, c'est-à-dire en gros ouvrir un peu ces solutions logicielles et les proposer et trouver un modèle économique pour travailler avec les startups, c'est-à-dire ne pas les considérer comme des concurrents, ponctuellement investir, et sinon avoir des vrais accords business avec la fintech. Je pense que c'est particulièrement innovant. Je suis assez admiratif très sincèrement de cette démarche. Est-ce que du coup, regardant et en tant qu'observateur, je ne sais pas si on a encore 5 minutes, est-ce que c'est toi Marion qui nous fait le time ? 5 minutes, ok. Est-ce que toi, en tant qu'observateur j'irais avisé du secteur financier, qui connaît à la fois le numérique et le secteur bancaire, qu'est-ce que tu vois comme initiative, si tu es libre de parole, dans le monde, qui te semble particulièrement intéressante, innovante, et qu'on devrait regarder, peut-être certaines dans lesquelles vous avez investi, ou aussi ailleurs, en Chine ou aux États-Unis ? Moi, je trouve qu'il y a toutes les initiatives qui visent finalement à jouer sur la désintermédiation des acteurs financiers classiques sont les initiatives qui font beaucoup de sens. Donc on parlait encore une fois de Prêt d'Union tout à l'heure, qui est une très belle initiative, mais tous ces crowdfunding, je crois que ce sont des secteurs qui ont beaucoup d'avenir. En revanche, ce sont des secteurs qui ont, et notamment tout ce qui est crowdfunding autour de l'entreprise. Je pense qu'elle soit equity ou de dette, je crois que ça a beaucoup d'avenir. Simplement, les modèles se cherchent encore, j'allais dire, c'est un peu normal. Ils ont été lancés il n'y a même pas un an, sans doute, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas en Europe. Mais je crois que c'est des modèles qui ont beaucoup d'avenir, pourvu qu'on arrive, à trouver une nouvelle manière d'aborder le scoring des entreprises. Je crois que c'est un des gros sujets auxquels vont faire face les acteurs qui se sont lancés. Aujourd'hui, c'est vrai que le modèle dominant de scoring de l'entreprise, ça reste encore le modèle dominant classique de la banque, qui passe par toute une compilation de données, on en a parlé tout à l'heure, et notamment des limites que ça peut représenter. Et c'est absolument pas scalable, en tout cas, si on imagine de le faire avec des leviers web. Donc tout ce qui est scoring et capacité finalement à faire via la data, des scorings plus rapides à base d'éléments, on va dire, qui ne sont pas des éléments financiers purs, mais des éléments de score graph social, finalement, c'est un des enjeux assez importants du secteur. Le deuxième, sans doute, si on raisonne toujours crowdfunding, equity ou dette entreprise, et j'y crois beaucoup encore une fois, c'est tout ce qui va toucher effectivement la granularité des risques. Il y a des modèles qui se lancent, mais qui sont plutôt des modèles qui vous proposent d'investir sous telle ou telle contrepartie. Notamment, ils proposent à Madame Michu, entre guillemets. Donc, il y a un potentiel risque que de proposer des investissements un peu hasardeux. Donc, il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on va réussir à mutualiser
mutualiser ce risque? Comment est-ce qu'on va réussir effectivement à fonctionner sur quelque chose qui soit vendable à du client final, qui lui, peut-être, se sentira, en recherche de rendement intéressant, et deux, aura le sentiment de faire quelque chose d'assez utile en investissant directement dans des boîtes ou en les finançant directement. Donc ça, je crois que c'est des modèles qui ont beaucoup d'avenir, qui sont balbutiants encore, mais qui vont avoir émergé. Le secteur des paiements est un secteur qui bouge très très vite. On a vu quelques acteurs tout à l'heure. Je parlais de Litchi, voilà une société qui gérait quelques dizaines de milliers d'euros en flux il y a quelques années, qui en gère plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai secteur sur lequel il y a des choses qui vont se passer. Les GAFA s'y sont pas trompés d'ailleurs. On voit bien que le paiement, c'est une bonne manière d'encapsuler encore plus le parcours client. Donc paiement et financement, je crois que c'est notamment par le crowdfunding, je crois que c'est deux secteurs qui ont beaucoup d'avenir. Et alors, en conclusion, et peut-être donc de manière un peu brève, je te pose une dernière question. Finalement, avec France Digital, on a envie aussi d'influencer ce qui va se passer en 2017 avec la campagne politique. On veut que le numérique soit beaucoup plus au centre des débats. On pense que c'est une solution aussi pour lutter contre le chômage, créer des nouveaux métiers, dynamiser l'entrepreneuriat et puis les vocations à rejoindre les startups et le numérique en général. Donc on pense qu'il faut que ce soit transversal, apolitique. Et du coup, toi, en tant que, donc, non pas sur un discours politique, mais en tant que spécialiste d'un secteur, est-ce qu'il y a des mesures, sachant notamment, je fais une mini parenthèse, que les Français sont plutôt des épargnants que des investisseurs, ce qui est un contexte un peu culturel et de rapport au risque. Je crois que 15% du PIB est épargné. On a 1500 milliards d'euros qui dorment, enfin, qui végètent un peu sur les assurances-vie. Donc il y a beaucoup d'argent en France. Qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour aller accompagner et porter la parole à tous les candidats de 2017 pour faire bouger cet argent et faire que finalement on transforme peut-être les épargnants en investisseurs, notamment grâce aux banquiers? En fait, oui, si on raisonne effectivement aux capacités à bouger des masses d'argent, en tout cas dans le secteur financier que je connais bien, je crois qu'en France, on a malheureusement toujours un peu une guerre de retard quand on fait des réformes, notamment réglementaires. Et je crois qu'aujourd'hui, il y aurait un vrai sujet à ouvrir qui consisterait effectivement potentiellement à permettre, en tout cas au niveau des assureurs, des banquiers par exemple, de moins charger en fonds propres un certain nombre d'investissements qui peuvent être faits dans les activités naissantes. Tu disais tout à l'heure, il y a 1200 milliards, 1300 milliards d'actifs d'assurance vie en France aujourd'hui. La part consacrée à l'investissement dans le capital risque est relativement faible. Alors si on pense à celle qui est consacrée au numérique, alors elle est epsilonesque. Et une des raisons, c'est pas juste que les banquiers ou les assureurs ne comprennent pas le numérique, certains d'entre eux ont la prétention de le comprendre un petit peu. C'est simplement qu'il faut savoir que quand vous investissez 100 € aujourd'hui dans une start-up, que ce soit en fonds propres ou via les fonds d'un assureur, vous avez un chargement en fonds propres qui peut atteindre jusqu'à 30 à 40%, là où il va être de 8% sur l'activité de crédit classique. Ça veut dire qu'en fait, la réglementation bancaire ou l'inflexion politique qui a été donnée a été faite indifféremment selon qu'on agisse sur un secteur ou sur un autre. Donc moi, je pense qu'il y aurait beaucoup à faire pour faire en sorte, effectivement, que si c'est un secteur d'avenir, on permette cet allègement en fonds propres, avec une incitation forte, bien sûr, à ce que les assureurs, les banquiers, eux-mêmes, via leurs fonds propres ou leurs outils d'investissement, mettent un peu plus de cash dans ces entreprises. C'est un message à faire passer de notre secteur, en tout cas, c'est celui-là. Pour le reste, après, j'ai envie de dire, c'est à chacun de se prendre en main et de faire en sorte de s'éveiller un peu à ce nouveau monde qui apparaît devant nous aujourd'hui. On va travailler à ça. Je vous propose d'applaudir parce que Ronan Lemoy est un exemple pour nous.